2018. Est-ce que nous sommes justement obligés de consommer les produits importés? Alors, il apparaît clairement, il y a 2 ou 3 choses qui frappent et qui font frémir, qui font presque peur quand on écoute votre introduction. La première chose, c'est que les importations d'aliments dans notre pays représentent l'équivalent du PIB du Cameroun. Donc, tout ce que le Cameroun a produit l'année dernière aurait servi à importer des aliments pour les Africains. Oui. Donc, tout ce que les Africains ont produit, un pays de l'Afrique, tout ce que ce pays-là a produit, ça n'a servi qu'à importer des aliments. Les gens faisaient quoi alors? On ne sait pas. Ils faisaient quoi? Alors, deuxième chose, cette année, l'une des choses qui m'ont vraiment énervé, c'est lorsque le Programme alimentaire mondial a été distingué pour le prix Nobel de la paix. Et j'ai vu beaucoup de chefs d'État africains envoyer des félicitations au Programme alimentaire mondial. Peut-être n'ont-ils pas lu la raison pour laquelle le comité Nobel leur a décerné le prix Nobel de la paix. Le comité Nobel dit clairement qu'on leur a décerné le prix Nobel de la paix parce que grâce à leurs actions en Afrique, ils ont certainement contribué à étouffer ou à apaiser un certain nombre de conflits parce qu'ils ont apporté à manger. Vous vous rendez compte? Donc tout le monde entier est au courant que l'une des grandes causes des conflits en Afrique est le fait que les gens n'arrivent pas à manger. 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, des dizaines de milliers de kilomètres de côtes, sans compter les dizaines de milliers de fleuves, de rivières, de ruisseaux, des milliers de kilomètres carrés de lacs, de marécages, de mangroves. L'Afrique n'est pas capable de produire de la simple nourriture. Avec tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il y a quand même des éléments naturels. Là, vous avez dit que l'Afrique subsaharienne, que nous importions énormément de céréales. Et de riz. Et voilà, donc tout ça, ça fait partie des céréales. Donc, on était autour de ça, représentait 36% de l'enveloppe. Mais vous êtes sur un continent où vous avez pratiquement 300-400 millions de personnes de la ceinture sahélienne qui consomment du mil, du sorgho. Pourquoi vous n'en cultivez pas? Pourquoi vous importez du riz, vous importez du blé, pourquoi vous importez ces choses-là? C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et même nos agronomes sont bloqués intellectuellement sur le fait que même pour, par exemple, faire de l'aliment de bétail, pour nourrir les enfants, il faut qu'on mange, et même beaucoup de nos diététiciens, ils pensent qu'il faut manger des céréales. Mais vous êtes plus intelligent que la nature. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que la nature? Si la nature voulait que moi qui vis ici à l'équateur, que je puisse manger du riz, que je puisse manger du blé, vous ne pensez pas que l'évolution de la nature au cours des 14 milliards d'années, et ou tout au moins l'âge de la Terre, 4 milliards et demi d'années, il se serait arrangé pour que les céréales poussent ici? Mais ils se sont arrangés pour que ce soit le macabo qui pousse ici. Que ce soit le manioc, que ce soit les plantains, que ce soit le taro. Hein, monsieur Simon? On mange le taro. Hein, on mange le macabo. On mange c'est ces choses-là que nous mangeons ici. Alors, quand nous nous retrouvons dans une telle situation économique, ça peut prêter à sourire, mais c'est extrêmement grave. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense vraiment que c'est extrêmement grave. L'aide internationale au développement que l'Afrique a reçue l'année dernière a péniblement atteint le quart de ce montant-là. Les investissements directs étrangers n'ont même pas atteint 10% de ce montant. Ça veut dire que les Africains ont pris le peu d'argent qu'ils ont, eux qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont allés nourrir les paysans des autres régions du monde, et ils se plaignent que leurs enfants n'arrivent pas à aller à l'école, ils se plaignent qu'ils sont pauvres. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand vous achetez du riz qui vient d'Asie du Sud-Est, vous achetez du blé qui vient d'Europe ou je ne sais pas d'où. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que les paysans de ces zones-là, vous êtes en train de leur donner les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, de développer la recherche et le développement sur comment produire mieux. Vous êtes en train d'assurer à ces pays-là des devises et vous êtes en train de leur donner la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, de se soigner, de se nourrir, de se vêtir, de se loger, et vous vous privez de cette possibilité-là vous-même. Comment vous voulez donc, comment vous pensez que vous allez développer votre pays? Or, nous avons des produits agricoles chez nous qui peuvent transformer totalement nos pays et même être des facteurs de paix. Et je vais vous prendre un exemple concret, vécu. La transformation du manioc. Prenez du Sénégal jusqu'au Mozambique, tout le monde mange le manioc. Et on en produit dans tous ces pays-là. Ça représente 1 milliard de personnes. Quand vous prenez du Sénégal jusqu'au Mozambique, ça veut dire qu'en fait, c'est toute l'Afrique subsaharienne. C'est 1 milliard de personnes pratiquement.
Tout le monde y consomme du manioc. Tout le monde. Et je me souviens qu'en 2011-2012, nous avions ici au Cameroun un programme de production et de transformation de manioc qui devait donc être dans 4 bassins. Le bassin de l'Est, autour de Bertoua, Yokadouma. Le bassin du littoral, autour de Douala, Pouma, comme Penja, Djombe, tout ça. Le bassin du sud-ouest, à Bakassi. Et le bassin du centre, autour de Monatélé. Les Indiens avaient apporté le financement pour construire les 4 usines qui ont été conçues par des Camerounais. Des usines de transformation de manioc qui ont été conçues par des Camerounais. Et ils devaient donc produire de la semoule de manioc, de la farine de manioc, de l'amidon de manioc. L'amidon de manioc, ça sert à faire de la colle, machin. Et tous vos yaourts que vous buvez là, c'est plein d'amidon de manioc. Et ensuite, tout votre lait, le lait qu'on vous vend là, c'est plein d'amidon de manioc. Il n'y a presque pas de lait là-dedans. Les gens vont vous raconter que vous buvez de lait tous les matins. Et vous aviez évidemment tout le reste de tapioca, nos choses quotidiennes que nous mangeons. Le soja? Non, non, je parle du manioc. Ah ouais. Et sans compter le fait que quand vous plantez, il y avait déjà ça, et on devait donc avoir une usine à Bakassi, une à Monatélé, une usine devait être à Douala, une à Sangmilima, et une autre à 5 bassins, et une autre à Yokadouma. Alors, ce qui se passe, c'est que d'après les études que nous avions faites à l'époque, cela devait représenter 5 points de croissance pour le Cameroun. Pour un bassin comme Bakassi, cela représentait l'équivalent de plus de 100 000 emplois directs. C'est-à-dire que le réseau de producteurs autour de l'usine et l'usine, cela représentait autour de 100 000 emplois. On vous permettait pour au minimum d'avoir 5 hectares et donc vous aviez 2 à 3 employés qui étaient payés au moins 100 000 francs avec une assurance maladie et leur retraite. Et on achetait votre manioc bord champ. Tout ce que vous aviez à faire, c'était produire. On venait prendre votre manioc au bord du champ. Et l'IRAD avait développé des variétés qui permettaient d'aller jusqu'à 40 tonnes à l'hectare. D'après nos calculs, avec 5 hectares, chaque paysan devait avoir un revenu garanti de 5 millions. Tous les ans. 5 millions de francs. Tous les ans. Je suis persuadé que si ce projet, on l'avait laissé prospérer, il n'y aurait même pas eu la guerre dans le sud-nord-ouest et le sud-ouest. Parce que c'est ces 100 000 personnes qui auraient dit, messieurs, nous on a 5 millions tous les mois ici. Vous connaissez beaucoup de Camerounais qui gagnent 400 000 en ville. Mais ces gars au village devaient gagner 400 000 en moyenne tous les mois. C'est eux qui leur auraient dit, vous arrêtez vos conneries parce que là, messieurs, nos enfants, on peut les envoyer à l'école, on peut se soigner, nos femmes sont tranquilles, ne nous dérangent plus et on peut développer nos villages. Ça n'a pas été fait. Pour des raisons que Yaoundé connaît. Après, on a commencé une histoire là-bas, Sangmilima et tout ça là. Vous savez la suite. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le propos de notre débat. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que je veux démontrer, c'est quoi? C'est que vous avez la possibilité, avec le manioc, une étude allemande prouve depuis 1905 que le manioc a une capacité nutritive près de 10 fois plus élevée que le riz. Pourquoi vous vous cassez la tête à aller importer du riz que vous pouvez faire du manioc? Avec les variétés de l'IRAD, vous en avez pour 6 mois. Je vais dire une autre chose qui est extrêmement importante. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans notre pays. Vous avez l'IRAD, un institut de recherche qui vous dit j'ai des variétés qui font 40 tonnes. Il y a même des variétés pour lesquelles on pensait que ça peut arriver à 60 tonnes à l'hectare. Et vous êtes là, vous prenez de l'argent, vous mettez 60 milliards que vous remettez à la Sodecao, qui va développer le cacao. Combien de Camerounais boivent le chocolat, mangent le chocolat ou boivent le café? Qu'est-ce qui est prioritaire chez vous? Il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez les mêmes 60 milliards, mettez-les en investissement dans le manioc et vous avez 2 récoltes dans l'année et l'économie que vous créez avec les 60 milliards, c'est 240 milliards de francs CFA. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça, c'est les études que nous avions faites à l'époque. Si vous prenez 60 milliards dans la production de manioc, seulement la production, il n'y a pas la transformation, en 2 ans, vous avez 2 récoltes et ça vous fait une économie de 240 milliards. Quelles sont les priorités de nos gouvernements en Afrique? On ne sait pas ce qu'ils veulent. Et tous ces pays peuvent développer le manioc, sans compter les ignames qui rapportent davantage. Il y a toute une étude que j'avais faite dessus par rapport à l'histoire de 75 milliards pour les ordinateurs, comment on aurait pu préférentiellement investir ça dans les ignames. Il y a beaucoup de choses, parfois on ne comprend pas nos États. Vous avez besoin, vous avez dit qu'il y a la crise du Covid-19. Ok, ou la Covid-19, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ok, d'accord. Vous prenez 40 milliards, vous donnez aux entreprises. Prenez les mêmes 40 milliards, investissez dans l'agriculture. Parce qu'un peuple qui mange est un peuple tranquille. Parce que c'est un peuple qui peut réfléchir. Parce que c'est un peuple qui peut se projeter. Vous croyez que l'Égypte entière construit les pyramides en faisant quoi? En donnant à manger aux gens, d'abord. C'est comme ça qu'on fait dans nos villages. Pourquoi il n'y a pas de chômeurs dans nos villages?
Il n'y a pas de chômeurs dans nos villages parce que l'organisation économique est d'abord basée sur le fait quels sont les besoins à satisfaire, pas quelle est la demande qui vient de je ne sais d'où qu'il faut satisfaire. Les besoins à satisfaire, le premier besoin de l'homme, c'est manger. Donc nos économies devraient être basées sur le fait de trouver à manger à nos populations. Et quand vous n'êtes même pas capable d'assurer à manger à vos populations, comment vous pouvez assurer le reste? Or, la base de l'agriculture, pourquoi est-ce qu'en Europe, à l'Union européenne, la France parle fort? Parce que la France est le grenier de l'Europe. Pourquoi les États-Unis parlent fort? Parce que les États-Unis, à un moment donné, étaient carrément le grenier du monde. Pourquoi la Russie peut s'opposer aujourd'hui tranquillement aux États-Unis sans se gêner? Parce que aujourd'hui, la Russie est devenue le premier exportateur de blé dans le monde. Pourquoi la Chine est stable? Parce que les paysans chinois arrivent à manger. L'Inde, 1 milliard, plus d'1 milliard de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à manger. Vous, en Afrique, vous n'arrivez même pas à donner à manger à vos habitants. Pourquoi? Nous ne sommes pas obligés de manger ça. De façon naturelle, ce n'est pas ce que pousse ici, donc nous devons nous adapter. Et d'autre part, quand vous prenez même les minoteries qu'il y a dans un pays comme le Cameroun, on peut les réformer pour que ces minoteries fassent plutôt de la farine de manioc, de la farine d'igname, etc. À partir de là, nous maîtrisons notre économie, nous avons la sécurité alimentaire, et quand vous avez la sécurité alimentaire, qu'est-ce que vous avez? C'est le premier élément de sécurité nationale. Et je viens de vous démontrer que je suis presque sûr que si on avait réussi le projet de transformation du manioc au Cameroun, il n'y aurait peut-être pas la guerre qui nous coûte des milliers de morts aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Merci beaucoup, Dr Yam, pour ce premier jet. Simon